En guise de transition, on va aller du côté de la Belgique. Luc Michel nous attend de ce côté-là. Luc Michel, bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce moment. Et avec vous, nous parlons rapidement de la Syrie comme sujet pour vous. Bonjour à vous, mon cher Bachir. Bonjour aux amis panélistes et aux autres. Je dis ça parce qu'il y a maintenant de grandes divisions parfois entre les panélistes dans les débats d'Afrique Média, mais c'est ça qui fait leur richesse. Je salue surtout nos téléspectateurs d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des Amériques, puisqu'il y a beaucoup de spectateurs d'Afrique Média au Canada. C'est leur diversité qui fait que nous pouvons écrire « Nous sommes le monde ». La situation en Syrie, je vais essayer de vous la résumer en quelques minutes, parce que les gens ne comprennent plus très bien ce qui s'y passe. On est parti d'une situation il y a maintenant 2 semaines où on annonçait une trêve. La trêve, elle résulte de la volonté des Occidentaux, et singulièrement de Paris et de Washington. Le but de la trêve pour les Occidentaux, c'est d'affaiblir Bachar el-Assad qui est en train de gagner la guerre militairement sur le terrain, et c'est de permettre aux forces, ce qu'ils appellent les djihadistes modérés, aux forces alliées au bloc américano-atlantiste, mais aussi aux djihadistes de Daesh, de souffler, de se réapprovisionner, etc. Pour les Russes, la trêve qui ont vendu l'idée à Bachar el-Assad, c'était une vraie trêve permettant de soulager les populations civiles. On s'est aperçu au bout de quelques jours que non seulement il n'y avait pas de trêve réelle, puisque les opérations continuaient contre Daesh, notamment les bombardements. Il y a eu surtout le fait que les djihadistes dits modérés, terme qui me fait toujours sourire, mais en ont profité pour lancer une offensive dans les faubourgs de Damas, pour être réapprovisionnés via le régime du roi de Jordanie, donc via la Jordanie qui est la base arrière de ces djihadistes qui comprennent notamment l'armée de la reconquête. C'est le nouveau nom passe-partout qu'on a donné au Jabhat al-Nusra, parlons franchement, c'est Al-Qaïda en Syrie. On les a vus également, Daesh reconstituer ses forces, et au milieu de la trêve, il y a eu évidemment soi-disant une bavure de l'armée américaine. Les Américains ont bombardé à 3 reprises l'armée arabe syrienne, ce qui a permis justement aux djihadistes de Daesh de s'emparer d'un aéroport stratégique dans la ville de Deir Yazor. À partir de ce moment-là, le roi est nu. On a vu que les Américains, l'aviation américaine en fait, appuyait au sol Daesh. Les Russes se sont extrêmement fâchés. Le lendemain, il y a eu une provocation parce que les choses tournaient mal pour les Américains. Ils étaient mis en cause, même dans la presse des médias de l'OTAN, pour cette bavure. Eh bien, eux en ont organisé une autre. On a fait frapper, apparemment les enquêtes russes démontrent que c'est par un drone, on a fait frapper un convoi humanitaire et on a accusé l'aviation de Bachar el-Assad et l'aviation russe. On a vu s'agiter derrière ça des gens qu'on appelle les casques bleus. C'est le réseau de Georges Soros en Syrie. Ce sont des gens qui, sous prétexte d'aider les populations civiles, font en fait un sale boulot d'appui aux différentes factions djihadistes en Syrie. Les Russes ne se sont pas laissés faire, les Syriens non plus, et la situation a conduit évidemment à l'arrêt de la trêve qui ne reprendra pas. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Pourquoi y a-t-il tous ces gestes des Américains qui révèlent une véritable panique, qui sont doublés d'une campagne de propagande que fait Paris pour le compte de Washington? C'est la fameuse déclaration du ministre Ayrault, demandant évidemment à Bachar el-Assad de partir. Ce sont des campagnes diplomatiques pour l'opposition. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que, après avoir repris le contrôle d'Homs, d'une grande partie du territoire utile de la Syrie. Quand vous voyez les cartes de Syrie, vous voyez que Bachar el-Assad contrôle une partie, mais c'est la partie utile. C'est là qu'est la majorité de la population. Il y a encore quelques attaques terroristes sur Damas, mais toutes les attaques de grande importance qui sont menées dans les faubourgs de Damas, notamment dans ce qu'on appelle la zone de la Ghouta, elles échouent parce que le gouvernement de Bachar el-Assad et l'aviation russe contrôlent Damas.
D'autres villes comme Latakia, par exemple, où est la grande base russe de Tartous, sont évidemment protégées. Et à partir de ce moment-là, on a engagé la dernière grande bataille, c'est celle pour le contrôle d'Alep. Alep, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grande ville de Syrie, c'est sa capitale économique. Celui qui va reprendre le contrôle d'Alep aura gagné la guerre, même si elle dure encore des années pour nettoyer le reste du pays. Celui qui est en train de gagner la bataille d'Alep, c'est Bachar el-Assad, l'armée arabe syrienne, le Hezbollah libanais qui l'aide, les conseillers iraniens et l'aviation russe. À partir de ce moment-là, c'est la panique. Qu'est-ce qui se passe à Alep? Donc, Bachar contrôle depuis le début une grande partie de la ville. Il y a une autre zone qui est contrôlée par des djihadistes, suivant le moment où ils sont considérés comme modérés ou pas. Mais cette zone est encerclée, elle est prête à tomber, à être libérée par l'armée arabe syrienne. Et donc, les Américains savent que là, ils auront perdu. Les Russes, au contraire, savent qu'ils auront gagné. Ça vous explique tout ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la Russie s'est impliquée d'une telle façon en Syrie? C'est que la Syrie, c'est un enjeu géostratégique essentiel pour eux. Il faut comprendre la situation de la Russie en Méditerranée. La Méditerranée, elle est contrôlée depuis l'époque de la grande Catherine, de Catherine II, par deux objectifs. C'est le contrôle de la Crimée, où on a établi sous Catherine la Grande, justement, la grande base de Sébastopol, et c'est le contrôle d'une base dans ce qu'on appelait jadis le Levant. Aujourd'hui, cette base, elle est à Tartous, près de Latakia en Syrie. Quel est l'enjeu pour les Russes? C'est ça. Ils ont pris définitivement le contrôle de la Crimée, qui après un référendum d'autodétermination a rejoint la Fédération de Russie. Et il est hors de question pour eux de perdre la base qu'ils ont au Levant à Tartous, puisque la puissance de la marine russe entre la mer Noire, la Méditerranée et la Méditerranée du Sud, elle repose sur l'existence d'une base russe, précisément au Levant. À partir de ce moment-là, les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Russes ne laisseront pas tomber la Syrie. Et ils viennent encore de le démontrer, puisque après 2 longues années d'atermoiement, ils se sont décidés à installer en Syrie les fameux missiles S-300. Officiellement, ils protègent la base de Latakia, mais ils protègent aussi Latakia qui est le cœur du soutien des partisans de Bachar el-Assad. C'est là notamment qu'est la majorité de la fameuse population alouite. Et les missiles, on le sait, protègent déjà Damas. Il y a aussi, rappelons-le, des missiles S-300 qui sont installés en Iran. Et à partir de ce moment-là, c'est un dispositif, c'est, rappelons-le, donc des missiles défensifs qui interdisent toute attaque aérienne. C'est les meilleurs missiles au monde. Ils sont supérieurs aux patriotes américains, bien qu'ils aient été conçus par les soviétiques dans les années 80. En Russie, on a déjà installé les S-400 et des S-500. Les grandes capitales de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie qui a intégré sa défense aérienne au sein de la Russe, c'est-à-dire Moscou, Minsk, mais aussi Volgograd, l'ancienne Stalingrad, sont entièrement sécurisées par ces missiles. À partir de ce moment-là, c'est une nouvelle étape décisive qui a été inaugurée en Syrie. Elle explique évidemment que Obama, héros ou Hollande, soient en train de perdre le contrôle de leur nerf. Merci donc.